2007 fut une année qui a marqué mon âme d'une blessure si profonde que le temps ne pourra jamais l'effacer. Je m'appelle Clarisse, et j'étais infirmière à Zambie, une petite ville blottie au cœur du nord du Gabon, là où la forêt tropicale s'étend comme une mer sans fin, ses arbres immenses murmurant des secrets aussi anciens que les étoiles. Zambie était ma terre natale, l'endroit où j'avais grandi, où les sentiers poussiéreux serpentaient entre les maisons de tôle, où l'odeur de la terre rouge après la pluie réveillait des souvenirs d'enfance. Revenir ici, après des années à travailler dans des villes lointaines, c'était comme plonger dans un rêve familier, mais cette fois, une ombre menaçante planait, une tension que je sentais dans l'air sans pouvoir la nommer. J'avais été affectée à l'hôpital de Zambie, un lieu où l'odeur d'antiseptique se mêlait au bourdonnement des ventilateurs et au murmure des patients. Mais mon rôle allait au-delà des soins. On m'avait confié la responsabilité de la chorale du village de Mvela, à une quarantaine de kilomètres de Zambie. Cette chorale était l'âme de notre communauté, un lien sacré entre les générations. Les enfants, mes cousins, mes neveux, mes petits protégés y chantaient avec une passion qui semblait apaiser les esprits de la forêt. Leur voix, claire comme l'eau d'une cascade, s'élevait chaque vendredi soir, emplissant l'air d'une harmonie qui touchait le ciel. En tant que responsable, je veillais sur eux avec une tendresse maternelle, m'assurant que leurs répétitions soient remplies de rire et que leur chant résonne jusqu'aux étoiles scintillantes. Ce vendredi-là, l'air à Zambie était lourd, oppressant, comme si un orage invisible s'amoncelait au-dessus des toits. Les enfants de la chorale m'ont trouvé dans la cour de l'hôpital, leurs visages illuminés par une excitation fébrile. Étienne, un garçon de 13 ans aux yeux brillants comme des éclats de lune, a pris la parole. Tanti Clarisse, a-t-il lancé, son sourire éclatant comme un rayon de soleil dans l'ombre. On part à Mvela ce week-end. Il y a une grande assemblée religieuse, et on va chanter pour eux. Les autres, Marianne, Luc, et une poignée de cousins, acquiesçaient, leurs voix se mêlant en un brouhaha joyeux. Ils m'ont expliqué qu'ils allaient animer l'assemblée au village, une occasion de partager leurs talents et de tisser des liens avec notre communauté. Leurs rires résonnaient comme des clochettes dans l'air tiède, et leur énergie était contagieuse. Comment aurais-je pu refuser? Je leur ai donné mon accord, un sourire aux lèvres, ignorant que ce geste allait déclencher une tempête aussi terrifiante qu'incompréhensible. Les enfants sont partis pour Mvela, leurs sacs sur le dos, leurs voix joyeuses s'éloignant dans la poussière rouge du chemin. Mvela était un village isolé, encerclé par une forêt si dense qu'elle semblait engloutir la lumière. Là-bas, le temps semblait suspendu, chaque bruissement dans les feuillages chargé de mystère. Les enfants ont chanté à l'assemblée, leurs voix pures remplissant l'église de bois, un bâtiment usé par les années mais vibrant d'une énergie spirituelle. Les villageois, réunis pour prier, semblaient transportés par leur mélodie, leurs visages illuminés par une ferveur presque palpable. Mais le dimanche matin, l'atmosphère a basculé. Le révérend Nkolo, un homme respecté mais au regard sévère, s'est levé devant l'assemblée. Originaire de Mvela, il avait vécu à Bitan, une ville frontalière près du Cameroun, avant de revenir guider son village. Ce matin-là, son visage était sombre, ses yeux perçants comme ceux d'un aigle scrutant l'horizon. « Écoutez-moi bien », a-t-il déclaré, sa voix tonnant comme un éclair dans l'église silencieuse. Cette nuit, le koué a grondé. Vous savez tout ce que cela signifie. Le koué. Ce mot, dans notre langue, glace le sang. Ce n'est pas un simple grondement dans la nuit. C'est un avertissement, un cri des esprits signalant que des forces invisibles ont été défiées. Dans nos traditions, le koué est lié à des rites ancestraux, des protections mystiques érigées par nos aïeux pour repousser la sorcellerie. Quand il gronde, c'est que quelqu'un a osé manipuler des âmes, briser des tabous. Le révérend Nkolo a continué, sa voix tremblante de colère. Cette nuit, dans la plantation de cacao, le koué a grondé. Ceux qui savent ce qu'ils ont fait, ceux qui ont osé s'aventurer dans la sorcellerie pendant cette assemblée, qu'ils se manifestent maintenant. Sinon, je vous le dis, il y aura des morts. Des morts. Un silence glacial a enveloppé l'église. Les villageois se sont regardés, leurs yeux pleins de peur et de suspicion. Les anciens serraient leurs cannes, leurs visages figés comme des masques. Les femmes murmuraient des prières, leurs doigts crispés sur leurs chapelets.
Personne n'a osé parler, mais la tension était palpable, comme une corde prête à se rompre. Le culte s'est terminé dans une atmosphère oppressante, et chacun est rentré chez soi, le cœur lourd. Les enfants sont revenus à Zambie 2 jours plus tard, leurs visages fatigués mais encore marqués par l'innocence de la jeunesse. Ils m'ont parlé des chants, des rires partagés, mais rien de l'avertissement du révérend Nkolo. Peut-être ne l'avait-il pas pris au sérieux. Peut-être n'avait-il rien vu. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Un pressentiment me tenaillait, comme si des yeux invisibles m'observaient depuis la forêt. À minuit, un bruit étrange m'a tiré de mes pensées, un grondement sourd, comme un roulement de tambour venant des profondeurs de la terre. Le koué ? Je me suis levé, le cœur battant, et j'ai couru à la fenêtre. Dehors, la lune jetait une lumière pâle sur Zambie, mais la forêt semblait vivante, ses ombres dansant comme des spectres. Les branches des arbres s'agitaient sans vent, leurs feuilles bruissant comme des chuchotements malveillants. J'ai enfilé une robe, mes mains tremblantes, et je suis sortie, mes pas précipités sur le sentier menant à la maison de Mamie Hortense, une tante respectée dont la sagesse était connue dans tout Zambie. Je sentais qu'elle saurait quelque chose. Quand je suis arrivée, Mamie Hortense était déjà dehors, son pagne serré autour d'elle, son visage marqué par une inquiétude profonde. Ses yeux, habituellement si calmes, brillaient d'une lueur de peur sous la lumière argentée de la lune. « Clarisse, tu l'as entendu, n'est-ce pas » a-t-elle murmuré, sa voix tremblante, presque avalée par le silence oppressant de la nuit. Le koué. Il a grondé à nouveau. Elle m'a attirée sous le manguier de sa cour, où l'odeur des fleurs fanées se mêlait à celle de la terre humide. Elle m'a raconté ce qui s'était passé à Mvela. Samedi, en plein jour, un vent violent a soufflé. Un vent comme je n'en avais jamais vu. Pas une goutte de pluie, juste ce vent, furieux, qui a arraché les manguiers, les bananiers, les avocatiers. Les arbres ont été déracinés, leurs racines exposées comme des os brisés, tordus vers le ciel comme des doigts accusateurs. Je l'ai écouté, un frisson me parcourant l'échine. Un vent sans pluie, aussi destructeur, n'était pas naturel. Mamie, tu es venue et tu ne nous as même pas apporté de mangue, ai-je plaisanté, espérant alléger l'atmosphère. Mais son regard m'a figé. Mangue, a-t-elle répété, sa voix tremblante d'indignation. Ma petite, après ce vent, il n'y a plus rien. Les champs sont nus, les arbres sont morts. Tout a été emporté, comme si une main géante avait balayé le village. Elle a continué, ses mots lourds comme des pierres. Elle m'a raconté ce que le révérend Nkolo avait dit, confirmant les bribes rapportées par les enfants. Le koué avait grondé dans la plantation de cacao, un signe que des forces maléfiques étaient à l'œuvre. Quand le koué gronde, Clarisse, la mort rôde, a-t-elle murmuré, ses yeux fixant un point invisible au loin, comme si elle voyait un monde que je ne pouvais atteindre. Les gens au village parlent. Ils se demandent qui a osé défier les esprits, qui a brisé les protections sacrées. Soudain, un cri perçant a déchiré la nuit, si aigu qu'il semblait trancher l'air comme une lame. Nous nous sommes tournés, le cœur battant à tout rompre. C'était Marianne, une des filles de la chorale, qui surgissait de l'obscurité, courant vers nous, ses pieds nus frappant le sol poussiéreux, ses yeux écarquillés de terreur. « Tanti! Tanti! Quelque chose nous suit » a-t-elle hurlé, sa voix brisée par la panique. Derrière elle, j'ai entendu des pas lourds, rapides, comme si une créature ou pire, un esprit la poursuivait dans l'ombre. Les feuilles des buissons s'agitaient violemment, et un souffle froid, anormal pour une nuit tropicale, a balayé ma peau. J'ai saisi la main tremblante de Marianne, ses doigts glacés serrant les miens, et nous avons couru vers la maison de Mamie Hortense, nos respirations haletantes résonnant dans la nuit. Nous avons franchi le seuil en trébuchant, claquant la porte derrière nous. Mamie Hortense a poussé une chaise contre la porte, ses mains noueuses tremblant alors qu'elle murmurait une prière dans une langue ancienne. Dehors, les pas se sont arrêtés, mais un grondement sourd a retenti, si profond qu'il semblait vibrer dans nos os. Les murs de la maison ont tremblé légèrement, et une odeur âcre, comme celle de la terre brûlée, a envahi l'air.
Marianne s'est effondrée en sanglots, blottie contre moi, tandis que mamie Hortense allumait une bougie, son visage éclairé par une lueur vacillante. Ce n'est pas fini, a-t-elle murmuré, ses yeux scrutant l'obscurité au-delà de la fenêtre. Quelque chose a été réveillé, et il ne s'arrêtera pas. La semaine suivante, j'étais à l'hôpital, plongée dans mon travail. Les couloirs sentaient l'antiseptique, et le bruit des pas pressés rythmait la journée. Ce jour-là, j'étais en plein soin, concentrée sur un patient, quand une collègue, Christine, a surgi, le visage blême comme si elle avait vu un fantôme. « Clarisse ! Clarisse !» a-t-elle crié, sa voix brisée par l'émotion. « Un enfant de ton village est en réanimation. Il est mort. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai arraché mes gants, mes mains tremblantes, et j'ai couru vers la réanimation, l'angoisse me serrant la gorge comme une main invisible. En arrivant, j'ai vu un corps allongé sous un drap blanc. C'était Étienne, le garçon aux yeux pétillants, celui qui m'avait parlé avec tant d'enthousiasme avant de partir à Mvela. Son visage était figé dans une paix étrange, presque irréelle, comme s'il dormait d'un sommeil éternel. « Comment ?» ai-je balbutié, ma voix à peine audible, mes jambes vacillantes. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Christine, les larmes coulant sur ses joues, m'a raconté ce qu'elle savait. Étienne était venu en ville avec d'autres enfants du village. Ils avaient passé la journée ensemble, riant, jouant, se poursuivant autour d'une maison en bordure de Zambie. Vers 15 heures, Étienne avait demandé 50 francs à son ami Luc pour compléter son trajet en taxi. On s'amusait, on courait, m'a expliqué Luc, les larmes inondant son visage. Il riait, il était devant moi, et puis, il a trébuché, il s'est effondré. On a cru qu'il plaisantait, mais il ne bougeait plus. On l'a mis dans le taxi pour l'amener ici, mais, il était déjà mort. Mort. Le mot résonnait dans ma tête comme un glas, chaque syllabe frappant mon cœur comme un marteau. Comment un garçon en pleine santé, plein de vie, pouvait-il s'effondrer ainsi, sans raison apparente ? Les autres enfants, mes neveux, pleuraient à chaudes larmes à l'extérieur de l'hôpital, leurs sanglots déchirant l'air. Ils étaient dévastés, incapables d'expliquer ce qui s'était passé. J'ai essayé de les consoler, de poser une main rassurante sur leurs épaules, mais mes propres mains tremblaient. Une force obscure était à l'œuvre, je le sentais dans mes os, une présence malveillante qui semblait se nourrir de notre peur. L'enterrement d'Étienne a eu lieu quelques jours plus tard, à Mvela, sous un ciel gris chargé de nuages lourds. Le village entier était plongé dans un chagrin si profond qu'il semblait alourdir l'air lui-même. Mamie Thérèse, la grand-mère d'Étienne, pleurait sans retenue, ses sanglots résonnant comme une lamentation ancienne, comme si elle pleurait non seulement son petit-fils, mais aussi une malédiction qui pesait sur nous tous. Ces cris déchiraient l'âme de tous ceux qui l'entendaient, et les villageois, rassemblés autour de la tombe, baissaient les yeux, leurs visages marqués par la peur. Le révérend Nkolo, toujours aussi sévère, était là pour célébrer la cérémonie. Il s'est approché de mamie Thérèse, son regard perçant comme une lame. « J'espère que tu pleures comme une chrétienne, » a-t-il dit, sa voix teintée de suspicion, comme s'il cherchait à déceler un secret dans ses larmes. Elle a hoché la tête, murmurant des explications sur l'amour qu'elle portait à son petit-fils, ses mots entrecoupés de sanglots. Mais 3 jours après l'enterrement, mamie Thérèse est tombée malade. Une grippe, disaient certains, mais cette grippe n'avait rien d'ordinaire. Elle s'est aggravée à une vitesse terrifiante, comme si une force invisible drainait sa vie. En quelques heures, elle était partie. Morte. Une nouvelle vague de choc a secoué la famille, comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà sombre. 2 morts en si peu de temps, dans des circonstances aussi étranges, ce n'était pas une coïncidence. Les murmures ont commencé à circuler dans le village, des chuchotements apeurés dans les cuisines, sous les arbres, dans les ruelles poussiéreuses. La sorcellerie, disait-il. Quelque chose de maléfique était à l'œuvre. Cette nuit-là, l'horreur a pris une nouvelle forme. Vers minuit,
des cris stridents ont éclaté près de la forêt, si perçants qu'ils ont réveillé tout Zambie. J'étais chez moi, encore secoué par la mort de Mamie Thérèse, quand j'ai entendu le tumulte. J'ai saisi une lampe torche, mon cœur battant à tout rompre, et j'ai couru dehors, rejoignant Luc et Marianne, qui étaient déjà dans la rue, leurs visages pâles sous la lumière de la lune. C'est près de la rivière, a crié Luc, sa voix tremblante. Nous avons couru vers la forêt, nos lampes torchées projetant des faisceaux vacillants sur les arbres tordus. L'air était chargé d'une odeur âcre, comme celle du feu éteint, et les cris devenaient plus désespérés à mesure que nous approchions. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé un groupe de villageois, hommes, femmes et enfants, fuyant en désordre, leurs visages déformés par la terreur. « C'est le Koué !» a hurlé un ancien, sa barbe blanche tremblant alors qu'il trébuchait sur une racine. « Il est là, dans les arbres. » J'ai levé les yeux, et pendant un instant, j'ai cru voir une ombre, immense et indistincte, glisser entre les branches, ses contours flous comme de la fumée. Un grondement sourd a secoué le sol, et les feuilles des arbres se sont mises à tomber en tourbillonnant, comme si une tempête invisible s'était déchaînée. Les villageois criaient, se bousculaient, certains tombant dans leur hâte de fuir. Marianne s'est accrochée à mon bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. « Tanti, il vient pour nous », a-t-elle gémi. Soudain, une silhouette a surgi devant nous, un homme, ou du moins, quelque chose qui en avait l'apparence. Ses yeux brillaient d'une lueur rougeâtre, et son visage semblait déformé, comme si la chair elle-même se tordait sous l'effet d'une force surnaturelle. « Vous avez défié le Koué », a-t-il rugi, sa voix résonnant comme un écho venant des entrailles de la terre. Les villageois ont hurlé, et la panique a redoublé. J'ai poussé Marianne et Luc derrière moi, mon cœur battant si fort que je pouvais à peine respirer. « Courez !» ai-je crié, et nous avons détalé, trébuchant sur les racines, les branches fouettant nos visages. Le grondement nous poursuivait, et l'ombre semblait nous talonner, ses murmures sifflant emplissant l'air comme un chant maléfique. Nous avons atteint le village, à bout de souffle, et nous nous sommes réfugiés dans l'église, où d'autres villageois s'étaient déjà rassemblés, priant à haute voix, leurs chapelets serrés entre leurs doigts. Le révérend Nkolo était là, debout devant l'autel, son visage grave mais déterminé. « Restez calme », a-t-il ordonné, sa voix ferme malgré la peur qui flottait dans l'air. « Nous devons affronter cette force, ou elle nous détruira tous. » Mais les cris dehors continuaient, et je savais que la nuit n'était pas terminée. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une série de tragédies qui semblaient défier toute logique. Papa Albert, un oncle respecté, s'est effondré en pleine rue, son corps s'affaissant comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Tante Rose, une femme robuste qui semblait inaltérable, a succombé à une fièvre soudaine, son visage marqué par une douleur inexplicable. Puis un cousin, une voisine, un autre parent, en tout, 5 personnes sont mortes dans des conditions mystérieuses, leurs corps abandonnés par la vie sans signe avant-coureur. Chaque décès était comme une vague dans une tempête, secouant le village, semant la peur comme une graine empoisonnée. Les gens évitaient de se regarder dans les yeux, de peur de voir un secret, une vérité qu'ils ne voulaient pas affronter. Les murmures se transformaient en accusations voilées. La sorcellerie, disait-il. Quelqu'un avait défié des forces qu'il n'aurait jamais dû toucher. Le révérend Nkolo, lors de l'enterrement de Tante Rose, a pris la parole devant tout le village. Sa voix était grave, presque prophétique, résonnant dans l'air lourd de chagrin. « Je vous avais prévenu », a-t-il déclaré, ses mots tombant comme des pierres dans un lac immobile. « J'avais dit que ceux qui ont touché à la sorcellerie devaient se manifester. Regardez ce qui arrive. La mort frappe, et elle ne s'arrêtera pas tant que la vérité ne sera pas révélée. » Les villageois, rassemblés autour de la tombe, baissaient les yeux, leurs visages marqués par la peur. Certains serraient leurs enfants contre eux, comme pour les protéger d'une menace invisible. D'autres murmuraient des prières, leurs lèvres bougeant à peine. La 6e personne, une femme nommée Viviane, est tombée gravement malade.
Allongée sur son lit, le visage pâle, les yeux hagards, elle a senti la mort approcher. Terrifiée à l'idée de rejoindre les autres, elle a décidé de parler. Elle a convoqué les anciens, sa voix tremblante, et a raconté une histoire si incroyable, si terrifiante, qu'elle semblait tout droit sortie d'un cauchemar. Selon Viviane, tout avait commencé le samedi de l'assemblée, lorsque les enfants de la chorale étaient à Mvela. Parmi eux, Étienne, celui qui était mort le premier, s'était retrouvé impliqué dans une confrontation mystique. Papa Mvan, un grand-père du village, connu pour ses pratiques occultes, avait défié le garçon dans un débat surnaturel. Personne ne peut conduire mon avion, avait déclaré Papa Mvan, parlant d'un avion mystique, une métaphore pour un pouvoir spirituel qu'il maîtrisait dans le monde invisible. Mais Étienne, jeune, audacieux, et peut-être un peu trop sûr de lui, avait répondu « Moi, je peux ». Viviane, les yeux emplis de larmes, a décrit ce qu'elle avait vu dans un rêve étrange, une vision qui l'avait hantée depuis. Dans ce monde mystique, Étienne se tenait dans une clairière baignée d'une lumière argentée, face à un appareil étrange, mi-avion, mi-oiseau, ses ailes vibrant d'une énergie surnaturelle. Papa Mvan, son visage marqué par des tatouages anciens, se tenait à ses côtés, un sourire narquois aux lèvres. « Vas-y, petit », avait-il murmuré, sa voix résonnant comme un écho dans un gouffre. Étienne, les yeux brillants de défi, avait grimpé à bord, ses mains serrant des commandes invisibles. L'avion s'était élevé, traversant un ciel noir où des étoiles pulsaient comme des cœurs vivants. Étienne riait, son visage illuminé par l'excitation, inconscient du danger. Il avait survolé Mvela, dans ce monde invisible où les esprits se croisent, et avait appelé d'autres cousins Marianne, Luc, et les autres pour les inviter à monter à bord. « Venez, embarquez », leur avait-il crié, sa voix résonnant dans cet espace étrange. Mais eux, avec une arrogance juvénile, avaient refusé. « Nous, on ne monte pas dans l'avion du vieux », avait-il répondu, riant. « On arrive en jet privé. » Leur rire, insouciant et moqueur, avait résonné comme un défi lancé aux esprits eux-mêmes. Ce jeu mystique, qui semblait presque enfantin dans leur esprit, avait pris une tournure tragique. Au moment de poser l'avion, Étienne n'a pas réussi. Viviane a décrit la scène comme si elle y était. L'avion mystique a vacillé, ses ailes vibrant follement, puis il a plongé vers le sol, s'écrasant dans un éclat de lumière aveuglante. Un hurlement surnaturel a déchiré l'air, et une vague d'énergie a balayé la forêt, arrachant les arbres, tordant leurs branches comme des membres brisés. Ce crash, c'était le vent violent que mamie Hortense avait décrit, celui qui avait déraciné les manguiers, les bananiers, les avocatiers. Ce que les villageois avaient vu comme un phénomène naturel à un vent furieux sans pluie était, dans le monde mystique, la conséquence d'un accident surnaturel. Étienne, blessé dans cet accident spirituel, avait succombé dans le monde physique, s'effondrant alors qu'il jouait avec ses amis à Zambie. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Mamie Thérèse, la grand-mère d'Étienne, furieuse de la perte de son petit-fils, s'était confrontée à Papa Mvan dans le monde mystique. Viviane a raconté avoir vu, dans son rêve, Mamie Thérèse debout dans une plaine obscure, ses cheveux flottant comme dans un vent invisible, face à Papa Mvan, dont les yeux brillaient comme des braises. « Comment as-tu pu laisser mon petit-fils conduire ton avion ?» avait-elle crié, sa voix résonnant comme un tonnerre dans cet espace irréel. « Était-il de ton niveau ? Était-il prêt à manipuler de telles forces ?» Papa Mvan avait ri, un rire froid et cruel, avant de lever une main, libérant une vague d'énergie sombre qui avait frappé Mamie Thérèse comme un coup de fouet. Leur dispute avait dégénéré en une bataille spirituelle, un affrontement d'une violence inouïe. Viviane a décrit des éclairs noirs zébrant le ciel mystique, des ombres tourbillonnantes se heurtant comme des bêtes sauvages. D'autres personnes, attirées dans ce conflit mystique, s'étaient mêlées à la lutte, prenant des coups dans ce monde invisible. Chaque coup porté là-bas avait des répercussions dans le monde réel, les morts soudaines, les maladies inexplicables, les corps qui s'effondraient sans raison. Papa Albert,
Tante Rose, les autres, ils avaient tous été touchés par cette guerre invisible, leur vie fauchée comme des feuilles dans une tempête. Viviane, en révélant la vérité, a brisé le cycle. Terrifiée, elle a été emmenée chez un féticheur, un homme respecté dans la région pour sa connaissance des mondes visibles et invisibles. Dans une hutte sombre, entourée d'herbes odorantes et de bougies vacillantes, il l'a soignée. Allongée sur une natte, Viviane tremblait, ses yeux fixant le plafond de chaume comme si elle voyait encore les ombres du monde mystique. Le féticheur, son visage marqué par des années de pratique, l'a regardé dans les yeux et lui a donné un avertissement sévère. Si tu recommences, si tu oses à nouveau toucher à ses forces, tu mourras sur le champ. Peut-être d'une crise cardiaque, peut-être sans même avoir le temps de dire au revoir. Ces mots, prononcés dans la pénombre, ont résonné comme une sentence. Viviane a hoché la tête, les larmes coulant sur ses joues, jurant de ne plus jamais s'aventurer dans ce monde dangereux. Cette révélation a marqué la fin de la vague de mort, mais Mvela n'était plus le même. Les parents regardaient leurs enfants avec suspicion, se demandant qui, parmi eux, pouvait être impliqué dans des pratiques mystiques. Les grands-mères, comme Mamie Hortense, ont tenu des réunions dans leur cuisine, leur voix basse et grave, exhortant les familles à être vigilantes. On pense connaître nos enfants, disait-elle, leurs mains serrant des tasses de thé fumant. Mais parfois, ils portent des secrets que nous ne pouvons imaginer. Ils marchent dans des mondes que nous ne voyons pas, et ces mondes sont dangereux. Quant à moi, Clarisse, je n'ai plus jamais vu la chorale de la même manière. Chaque note qu'ils chantaient, chaque mélodie qui s'élevait dans l'église, me rappelait cette nuit où le couet avait grondé, où le vent avait soufflé avec une fureur surnaturelle, où la mort avait frappé sans pitié. Les visages des enfants, autrefois si pleins d'innocence, semblaient désormais cachés des mystères. Était-ce possible qu'Étienne, ce garçon rieur aux yeux pétillants, ait été attiré dans un jeu aussi dangereux? Était-ce possible que d'autres, parmi nous, portent des secrets similaires? Cette expérience m'a appris une leçon que je porterai toujours en moi. Dans notre monde, le visible et l'invisible sont entrelacés, comme les racines d'un arbre plongeant dans la terre. Parfois, un simple défi, un mot prononcé sans réfléchir, peut ouvrir la porte à des forces que nul ne peut contrôler. La sorcellerie, les esprits, les rites anciens, ils sont toujours là, tapis dans l'ombre, attendant qu'un imprudent les provoque. À Mvela, nous avons appris à écouter le vent, à prêter attention aux grondements dans la nuit. Nous avons appris à prier, non seulement pour la protection de nos corps, mais aussi pour celle de nos âmes. Et moi, Clarisse, je continue de veiller sur la chorale, mais avec une vigilance nouvelle. Car dans chaque note, dans chaque rire, je sais désormais qu'un mystère peut se cacher, prêt à surgir comme une tempête dans un ciel clair.